avec votre professeur, bien sûr, soyez rassurés. Et donc il m'a dit en gros, fais ce que tu veux, parce qu'il préférerait lui finir le thème de la justice, la notion de la justice, ce qui est normal, puisqu'il a défini une approche problématique qui est la sienne, avec sa bibliographie, ses références. Moi, j'ai pas envie d'aller parasiter son approche. Je dirai sans doute des choses qu'il ne dira pas, mais il dira aussi beaucoup de choses que je ne dirai pas. Je préfère le laisser dans son angle problématique. Et il sait où il va, donc vaut mieux qu'il aille où il sait qu'il va. Non, nous, on va faire la notion de l'État. J'ai noté le titre du chapitre au tableau. L'État est illégitime pour exercer le pouvoir politique. C'est le titre du chapitre. Je vous laisse le noter. Et après, je vais parler un peu, expliquer, avant de vous faire noter. L'État est illégitime pour exercer le pouvoir politique. J'ai pas chaud. Bon, voilà la question. Alors vous me direz, cette question vient un peu de nulle part peut-être, oui. J'avais envie de faire avec vous la politique en réalité. Avec la STMG, j'ai pris la liberté de faire une autre notion pour pas faire toujours la même chose. Je fais la religion. Ces temps-ci, on a des légers problèmes, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, avec la religion et la politique. Bon, alors la religion, oui, ça on l'a compris. De toute façon, la religion, ça fait 2000 ans qu'on a des problèmes avec ça. Mais la politique, si vous voulez, bon... quand même, quand on en arrive à un point où... non mais là, vous n'êtes pas obligé de noter ça. Hein. Là, je dicte pas. Hein. Ah oui, ça, vous notez. Quand on en arrive à un point... Mais notez pas les grands titres encore parce qu'il y aura l'introduction. Quand on en arrive à un point, si vous voulez, où on nous explique qu'il faut enfourcher le tigre pour passer un été culturel et apprenant, où on a un ministre qui a été condamné pénalement pour harcèlement sexuel, où on a une ministre qui écrit de la littérature érotique, sexe, drogue et banlieue chaude, où on a une porte-parole qui ne sait pas mettre un masque. Quand on en arrive là, on peut se dire qu'il y a de graves problèmes politiques. La société est touchée d'une grave maladie. On vit dans un monde dans lequel Trump a été élu président, et attendez, et les gens sont contents parce qu'ils ont Biden maintenant. Enfin, vous voyez, c'est du délire le truc. Donc, tout va mal, il y a des gros problèmes, il faut qu'on en parle. Voilà, parlons de la politique. Et ça tombe bien, c'est au programme, et en plus c'est d'autant plus au programme qu'il est stipulé dans le bulletin officiel du ministère de l'Éducation que un des rôles du prof de philosophie, c'est de constituer la citoyenneté des élèves, d'aider les élèves à devenir de bons citoyens. Donc voilà, comment devenir des bons citoyens ? En parlant de politique, puisque citoyen, je vous rappelle, cité, police, c'est l'étymologie du mot citoyen, c'est la politique. Le citoyen est lié à la politique. Donc c'est sympa de faire un cours sur la politique. Alors bien entendu, je fais une parenthèse, mais il est évident que tous les cours sur la politique en philosophie ne seront pas les mêmes. La plupart des profs de philo, vous le savez, sont des gauchistes, anarcho-communistes, des marxistes, voilà, ils sont rouges quoi, en général. Donc généralement, évidemment, le cours sur la politique, même s'il aborde les idéologies, les doctrines plutôt de droite, il est souvent orienté très à gauche. Ça c'est pas très grave. Après c'est pas toujours le cas. Moi, j'ai fait une année en Haute-Savoie où j'avais une collègue qui était militante d'extrême droite et elle faisait un cours de politique assez orienté à droite. Après voilà, les gens pouvaient penser ce qu'ils voulaient. Il faut prendre une distance avec le cours. Hein. Bon, ici le cours, si vous voulez, il a... Je ne sais pas trop vous dire quelle couleur politique aura ce cours, puisque de toute façon, on abordera tout. On va déconstruire en quelque sorte certains préjugés, notamment au sujet du libéralisme. Donc, il y a une tendance libérale peut-être dans ce cours, et vous verrez par vous-même. Je ne saurais pas trop vous dire moi-même quelle est l'orientation politique de ce cours. Il y a des idées en tout cas, il y a des idées. Des idées, mais qui sont très éloignées des discussions qu'on a aujourd'hui en politique, qui on le verra d'ailleurs dans le cours, ne sont pas des discussions politiques. Voilà. Donc, la question posée ici, c'est la question de la légitimité de l'État à exercer donc le pouvoir politique. Et alors, évidemment, comme la plupart des questions qu'on pose en philosophie, on pourrait y répondre en 2 secondes, en se disant, écoute, qui exerce le pouvoir politique de droit ? L'État. Qui d'autre que l'État peut l'exercer ? Par définition, personne. Dès lors que quelqu'un prend le pouvoir politique, il s'institutionnalise en État.
Alors, on n'est pas obligé d'appeler ça un État, mais bon, dans les faits, c'est la même chose. Donc, de facto, l'État est légitime à exercer le pouvoir politique, puisque c'est lui qui l'exerce dans la réalité, dans les faits. Et fin de la question. Sauf que, bien sûr, c'est toujours un peu plus compliqué que ça. L'idée ici, c'est de se demander si toutes les formes d'exercice du pouvoir politique par toutes les formes d'État sont légitimes. Si l'État est nécessairement légitime quand il exerce son pouvoir politique. C'est-à-dire que oui, de droit, l'État est institué et donc représente soit la volonté générale ou truc-muche ou les intérêts de machin, mais exerce de droit le pouvoir politique. Mais est-ce que cet exercice est lui-même légitime? C'est-à-dire est-ce que la manière dont le pouvoir politique s'exerce est lui-même légitime, est elle-même légitime ou pas? Ou est-ce que cette manière d'exercer le pouvoir politique est illégitime? Donc ça nous amène à une première distinction conceptuelle très très basique que vous connaissez déjà sans doute et que vous avez déjà sans doute très bien comprise, mais au cas où, je vais quand même le mentionner. La distinction entre ce qui, d'une part, est légal et d'autre part est légitime. Donc là, il faut bien remarquer que ce n'est pas la même chose. Toutes les lois ne sont pas légitimes, si vous voulez. Et tout ce qui est légitime n'est pas loi. Enfin, voilà. On va prendre quelques exemples rapides. Je fais ça tous les ans parce que bon, c'est très facile à comprendre, c'est rapide à faire. Bon, posons ici par exemple le viol, le vol, le fait, je sais pas, d'aller faire son marché, voilà. Bon, maintenant c'est illégal. Je vous parle d'un temps où c'était légal. Aller faire son marché et, je sais pas, jeter des piles à la poubelle. Voilà. C'est très trivial comme exemple, mais ça vous donne une peu près une idée. Voilà. Mon petit quiz. On va voir si vous suivez bien. Le viol, est-ce que c'est légal? Pas bien. Enfin non, pas légal. Est-ce que c'est légitime? Ben non. Le vol, est-ce que c'est légal? Sauf si on est ministre des Finances sous François Hollande. Mais sinon... Est-ce que c'est légitime? Ça dépend. Imaginez, vous êtes très pauvre, vous avez besoin de manger, vous volez à quelqu'un qui a de quoi manger. Oui, c'est saint Thomas d'Aquin qui dit ça. La rapine ne peut pas être considérée comme du vol. La rapine, en cas d'extrême nécessité, ne peut pas être considérée comme du vol à proprement parler. C'est même les cathos qui le disent, alors on va dire que ça peut être légitime dans certaines circonstances. Bon, il ne s'agit pas de dire que c'est toujours légitime. Voilà. Si on est un peu cathomane ou qu'on vole pour le plaisir, là, c'est pas légitime. Mais voler quand on en a vraiment besoin, bon, là, ça se discute, quoi. Ça se discute. Bon, aller faire son marché, est-ce que c'est légal? Bon, c'était légal, voilà. Est-ce que c'est légitime? Apparemment oui. Et jeter des piles à la poubelle, c'est légal. Est-ce que c'est légitime? Bof, parce que ça contribue à la dégradation de nos conditions d'existence. Donc on s'aperçoit ici finalement que ce sont deux cadres de pensée, la légalité d'une part et la légitimité d'autre part, qui sont très différents. La légalité, elle s'appuie uniquement sur la loi, alors que la légitimité, elle repose sur des critères qui sont des critères à la fois éthiques et des critères rationnels. Donc il y a une rationalité dans la légitimité. C'est l'exemple que je donnais ce matin aux autres. Imaginez, je sais pas, un état complètement absurde qui interdise aux gens d'utiliser des parapluies. Et donc, il n'y a pas de morale là-dedans, si vous voulez. C'est juste une interdiction, comme ça, vous n'avez pas le droit d'utiliser des parapluies. Quand il pleut, vous allez vous tremper, pas de parapluie. On pourrait dire que ça, c'est pas rationnel, si vous voulez. Il n'y a rien de rationnel là-dedans. Donc, c'est pas légitime. Il y a la question de la rationalité à l'intérieur de la question de la légitimité. Ce qui veut dire que quand on se demande si l'État est légitime pour exercer le pouvoir politique, si en fait, sa manière d'exercer le pouvoir peut être justifiée rationnellement. Si vraiment on peut dire, ok, c'est rationnel d'exercer le pouvoir comme ça, ou c'est pas rationnel de l'exercer plutôt comme ça. Ou alors on n'a pas le choix de l'exercer de manière irrationnelle et donc illégitime. Il y a bien un lien entre cette rationalité et la question de la légitimité. Ça ne saute pas aux yeux de prime abord, mais c'est bien de le voir. Alors on va noter juste rapidement quelques définitions, mais très très rapidement, histoire de dissiper peut-être quelques confusions à vos esprits. Alors on va noter la définition de État. Alors n'oublie pas, État c'est avec un E majuscule quand on parle de l'État politique, l'État comme institution, quoi. Donc l'État c'est quoi? Eh bien, c'est
L'institution, donc État c'est institution, qui organise la vie politique. Institution qui organise la vie politique. Voilà. L'État est garant des lois qui s'appliquent à la société, et normalement à lui-même. L'État est garant des lois qui s'appliquent à la société. L'État. Parce que souvent, il y a des confusions. C'est quelque chose que je vois assez fréquemment. Ce n'est pas une vérité générale, mais c'est vrai que je l'ai souvent observé. Une confusion entre l'État et la société. Mais l'État et la société, c'est pas pareil. L'État, c'est l'institution qui administre la société. La société, ce sont les gens. C'est le peuple, la société. On va noter la définition de politique. Politique. Donc ça vient du grec polis, mais avec un S, voilà, c'est le gentil polis. Du grec polis, virgule, ou égale la cité. La cité. Virgule, ce qui est relatif à la vie et à l'organisation de la cité. C'est ça qui est politique, oui. Oui, donc du grec polis, la cité, ce qui est relatif à la vie et l'organisation de la cité. Politique. Ouais, le politique, c'est celui qui s'intéresse à administrer la cité, agir dans la cité, pour la cité. Organiser la cité. Bon, on va noter une dernière définition qui est, on va dire, légitimité. Définition de légitimité. Donc on note, la légitimité procède d'une certaine éthique et d'une certaine rationalité. La légitimité procède d'une certaine éthique et d'une certaine rationalité. Voilà. Ainsi, une proposition est légitime si elle peut être justifiée rationnellement. Ainsi, une proposition est légitime si elle peut être justifiée rationnellement. Voilà, et on va continuer pour donner une espèce d'explication. Il faut distinguer la légitimité de la légalité. Distinguer la légitimité de la légalité. Voilà. Ce qui est légal relève de la loi et n'est pas forcément légitime, et vice-versa. Ce qui est légal relève de la loi et n'est pas forcément légitime, et vice-versa. Voilà, donc, comme on a ces définitions, ça devient assez facile de poser le problème. On voit que ce qui pose problème ici, c'est de savoir si l'État, dans la forme de l'exercice du pouvoir qu'il applique, si on peut la justifier rationnellement. En fait, on demande presque de rendre des comptes. C'est voilà, vous faites telle action, comment la justifiez-vous? Comme dirait Jean-Jacques Bourdin, répondez à la question. Les Français ont envie de savoir. Alors, vous vous rendez compte que chez Jean-Jacques Bourdin, il ne répond jamais aux questions, ça ne sert à rien. Mais c'est pas grave, disons que c'est l'idée. On demande aux politiques de justifier ces prises de position, ces décisions, pour voir si elles sont bien légitimes ou pas. Voilà.
Alors là où ça devient inquiétant, c'est quand on ne demande même plus aux politiques de justifier ou qu'il n'est plus capable de le justifier. Bon, ça, on en parlera dans le chapitre. Mais c'est pas un cas, c'est pas du tout un cas impossible. C'est pas du tout un cas d'ailleurs exceptionnel. C'est plutôt malheureusement la règle. Enfin bon, on verra ça plus tard. C'est pas grave. La question. Bon allez, maintenant il faut qu'on note un peu l'introduction. Alors, on y va. De fait, de facto, si vous préférez parler en latin, de fait, l'État est en charge du pouvoir politique. Point. Mais ce n'est pas une raison suffisante, qui permet de garantir sa légitimité. Point. Si le pouvoir s'exerce de manière arbitraire, virgule, si le pouvoir s'exerce de manière arbitraire, virgule, tyrannique, virgule, irrationnel, virgule, alors sa légitimité est sujette à caution. Oh, on la remet en cause, quoi. Alors sa légitimité est sujette à caution. Point. Pour que l'État soit légitime dans l'exercice du pouvoir, il faut que les formes de ce pouvoir soient elles-mêmes légitimes. Il faut que les formes de ce pouvoir soient elles-mêmes légitimes. C'est-à-dire justifiables. Il faut que les formes de ce pouvoir soient elles-mêmes légitimes, c'est-à-dire justifiables. Sinon, c'est la porte ouverte à n'importe quoi. Bon, jusque-là, pas de difficulté particulière. Point à la ligne. Nous devons donc chercher les conditions qui rendent légitime l'exercice du pouvoir. Nous devons donc chercher les conditions qui rendent légitime l'exercice du pouvoir. Point. Il en dérivera la forme d'état. Elle-même légitime à cette fin. Il en dérivera la forme d'état. Il fait froid ici, c'est affreux. Elle-même légitime. Il faut que ça se ventile à cause du Covid. Elle-même légitime à cette fin. Alors, jusque-là, c'est logique. Il faut qu'on les trouve. Point. Cependant, et parce que c'est de la philosophie, donc il y a de la dialectique. Il y a toujours du cependant.
C'est toujours oui mais. Cependant, il est possible que ces conditions soient insatisfaisantes en pratique, il se peut que ces conditions soient insatisfaisantes en pratique, ou tout simplement irréalisables. Point. Bon, on va mettre un point-virgule plutôt, c'est un peu plus swag, plus élégant. Auquel cas, il faudra se demander comment le pouvoir, auquel cas il faudra se demander comment le pouvoir, on est plus pragmatique là, comment le pouvoir peut concrètement se déployer, on est presque au bout, cette petite introduction, peut concrètement se déployer, et s'il est possible de le réconcilier, avec la raison. Alors, je ne ferai pas un paragraphe supplémentaire qui consiste à annoncer le plan, parce que le plan est déjà annoncé, vous avez compris. Grand 1, les conditions idéales d'exercice du pouvoir. Grand 2, limite et comment on fait concrètement. Grand 3, est-ce qu'on peut se réconcilier avec la raison? Alors, ce qui est bien, je vous donne la réponse, et la réponse, c'est sûrement non, en fait. Donc, on va partir d'un truc hyper, un peu utopique, on va se mettre à rêver d'un monde meilleur. Après, on va se dire, ok, bon, peut-être qu'il faut qu'on... Ça, c'est de la théorie. En théorie, on rêve un monde meilleur. En pratique, c'est compliqué. Et si on essaie de réconcilier un peu les deux, bah, c'est toujours très compliqué et ça marche toujours pas. Donc, autant vous le dire, ça va très mal, ça ira toujours très mal, et il n'y a aucun espoir. Alors, on a le titre du grand 1 qui est au tableau. Voilà, ça c'est bien, j'ai pas eu à le réécrire plusieurs fois. Donc, ceux qui n'arrivent pas à lire parce que j'écris pas très bien, les conditions qui rendent légitime l'exercice du pouvoir politique par l'État. C'est le titre du grand 1. Oui, les titres sont des phrases, ou des propositions. C'est pas une phrase, c'est une proposition. Pensez-y, bon, en philo, vous devez mettre des titres, mais si vous devez faire des exposés dans différentes disciplines, faites des titres qui ont du sens. Quand j'étais à l'université, je me souviens en deuxième année, on avait un cours de méthodologie, il fallait faire des espèces d'exposés. Et on avait une prof, c'était un peu zinzin, mais elle était simple, j'aimais bien quand même. Et alors un jour, il y a un étudiant qui arrive, un groupe d'étudiants qui arrive au tableau, qui écrit son plan, et puis son plan c'était, je ne sais plus trop ce que c'était, mais en gros c'était l'État, le droit, la loi. Et alors là, la prof leur a dit, mais c'est quoi ça? Et alors eux, ils ne savaient pas pas de quoi elle parlait. Mais c'est quoi ça? L'État, la chaise, la table, la porte, elle est comme une furie, quoi. Elle commence à balancer leurs feuilles partout. Allez vous asseoir, je ne veux plus vous voir. Donc, depuis ce jour-là, on s'est dit, bon, il faut qu'on fasse des titres qui veulent dire quelque chose. Bon, après, il y en a quand même d'autres qui, malgré tout, après ça, il y a un groupe qui avait fait un plan au tableau. Alors, c'était les tableaux noirs à l'époque à la craie. C'est long d'écrire sur un tableau noir, et il y avait 32 parties dans le plan. Les mecs avaient rempli les 3 tableaux. Ils n'ont même pas fait leur exposé, ils ont dû aller s'asseoir immédiatement, bien sûr, ils ont eu 0. Un plan en 32 parties. Enfin, c'est délirant, quoi, c'est délirant. Bon, alors, ici, on ne pourra pas voir, bien sûr, on ne pourra pas faire le tour de toutes les doctrines, de toutes les idées, de toute l'histoire de la philosophie. C'est pas possible. Donc, ce qu'on fera, j'ai sélectionné des
doctrine on va dire des types d'argumentation qui peuvent se rassembler, qui peuvent aller ensemble, qui peuvent se regrouper, on va dire, des arguments que l'on peut regrouper sous des thèses, pardon, excusez-moi. Et je vous en donnais 3, comme ça, si dans une dissertation vous devez mobiliser, défendre une thèse ou une autre, eh bien vous pourrez mobiliser ces arguments, si bien sûr cela s'y prête. Donc ce qu'on va voir, en fait, première sous-partie, on parlera de la doctrine libérale, du libéralisme. Deuxième sous-partie, on parlera de l'idéalisme platonicien et kantien. Et troisième partie, ce sera le libéralisme version Jean-Jacques Rousseau, grosso modo. Voilà. Alors, je vous donne le titre, l'intitulé du titre du 1.1. Bougez pas parce que je l'ai noté là. Je vais donner la même chose à tout le monde quand même, parce que comme là, je ne suis pas là longtemps, je ne sais pas, je ne peux pas. Je reste... Mais donne-moi le plan. Ah, voilà. Très bien. L'État est peu ou pas légitime eu égard aux libertés individuelles. Ah oui, il est bien celui-là. L'État est peu ou n'est pas légitime. Comment j'ai appelé ça eu égard aux libertés individuelles, oui. Bon, oui, on va mettre un truc encore plus explicite. À restreindre les libertés individuelles une conception libérale. Alors souvent, est-ce qu'il y en a qui font SES parmi vous là hein, vous êtes peu nombreux. Il n'y a que vous. Oui, aujourd'hui, le libéralisme, c'est presque un gros mot. Vous voyez, on associe le libéralisme à McDonald's, enfin tout ce qui se fait de pire dans le monde, quoi. Mais il faut, si on resitue la question du libéralisme historiquement, c'est une doctrine philosophique qui est très séduisante, puisque la base du libéralisme, c'est de défendre les libertés individuelles contre le pouvoir oppressif et coercitif de l'État. D'accord ? Donc ça, c'est quand même relativement louable. D'ailleurs, vous allez juste noter ça en guise de phrase introductive. La doctrine libérale défend les libertés individuelles. La doctrine libérale défend les libertés individuelles la doctrine libérale défend la liberté individuelle contre le pouvoir oppressif et coercitif, c'est au tableau, contre le pouvoir oppressif et coercitif de l'État. Point. En cela, le libéralisme est favorable à la liberté politique. Ah, vous pouvez le noter. En cela, le libéralisme est favorable à la liberté politique. Voilà. Alors, 2-3 commentaires que je vais faire là-dessus. Oui, alors, la liberté politique, c'est... Vous avez fait un cours sur la liberté, et vous, ce que vous avez étudié, c'est la liberté selon de la métaphysique. Donc, c'est des questions pertinentes et difficiles d'ailleurs, du déterminisme, par rapport à la liberté, voilà, la question du libre arbitre. Bon. Ici, on admettra comme un présupposé que nous disposons de notre libre arbitre. Et que, en tout cas, il y a des forces qui font, si vous voulez, barrière à l'expression de notre libre arbitre. C'est une espèce de présupposé que l'on retrouve dans l'idée même de liberté politique. On ne peut pas penser la liberté politique dans un monde qui est déterministe. Ça n'a pas de sens. Enfin, ça en a peut-être un, mais c'est quand même très très difficile de le défendre. Oui, quand on parle de coercition, la coercition, c'est une forme d'oppression, de répression douce. Par exemple, je ne sais pas, un exemple très trivial, vous roulez en voiture, puis vous avez un feu rouge. Le feu rouge, c'est vraiment un instrument de coercition. Il vous interdit de passer, alors que concrètement, vous pourriez passer, si vous voulez. Mais vous devez vous plier à une règle coercitive. On est toujours soumis à la coercition. La coercition, c'est vraiment
la force de la loi qui s'applique à nous, et à laquelle nous soumettons. Nous soumettons nos esprits et aussi nos corps. Donc, à la base, le libéralisme, c'est quelque chose de très noble en quelque sorte, puisqu'il s'agit justement de se défaire, de se débarrasser, de se libérer de cette coercition, de faire en sorte que les gens soient le plus libres possible. Et cette doctrine, elle apparaît au XVIIe siècle chez un philosophe qui s'appelle John Locke. Alors, je ne vais pas vous faire l'article sur Locke, mais il faut comprendre que, d'après Locke, nous avons un libre arbitre. Enfin, c'est un peu compliqué, mais Locke pense que la liberté de l'homme réside dans sa volonté. Et d'après lui, c'est la volonté de l'homme qui est inscrite dans son esprit, qui permet aux choses de se mouvoir, qui permet aux choses d'avoir un mouvement. Et c'est donc cette volonté première et spirituelle qui est à l'origine de toutes les relations de cause à effet. Donc ça, c'est le postulat de base dans son essai sur l'entendement humain. Mais le traité politique de Locke, c'est un autre livre qui est beaucoup plus court et beaucoup plus facile à lire, qui est le traité du gouvernement civil. Ok, alors, bon, il faut garder à l'esprit quand même que Locke donc, a cette idée-là que nous sommes libres de nous déterminer à partir de notre volonté. La volonté, c'est ce qui est à l'origine de l'action, et ce qui est à l'origine du mouvement. La volonté métaphysique, immatérielle, est à l'origine de tout ce qui se produit de manière matérielle, corporelle, vécu, empirique, tout ce que vous voulez, tout ce qui est attrait à la vie concrète et réelle. Bon. Alors, Locke, au XVIIe siècle, eh bien, fait un constat qu'on pourrait peut-être faire aujourd'hui, mais bon, on peut regarder ça au XVIIe siècle. Les États et l'Église catholique romaine ont une emprise très importante sur les esprits des gens et sur leur corps. Et donc, les États européens et l'Église catholique romaine restreignent de manière drastique les libertés individuelles. Locke est protestant, c'est un philosophe britannique, philosophe anglais. Chez les protestants, je ne sais pas si vous connaissez un peu l'idée, mais l'idée de la réforme protestante, c'est d'abolir justement l'intermédiaire entre l'homme et Dieu qu'est l'Église, qu'est l'institution ecclésiastique, et le remplacer soit par un pasteur qui se fait l'interprète de la parole divine qui apparaîtrait dans les textes, soit simplement d'abolir même cette espèce d'intermédiaire pour que l'individu soit directement en relation avec Dieu à travers la lecture des textes sacrés, et de la prière, bien entendu. Bon. Donc, pourquoi faire cela? Parce que, d'après Locke, en fait, Dieu nous donne le droit naturel de la liberté. Alors, pourquoi est-ce que Dieu nous donne le droit naturel de la liberté? Parce que, en fait, Dieu est amené à nous juger. Il nous juge. Alors, ça ramène à d'autres questionnements, mais bon, malheureusement, on ne pourra pas les traiter. Dieu nous juge. Bon. Pour qu'il puisse nous juger, il y a une condition. Il faut, pour pouvoir être jugé, être responsable. Ça, peut-être que vous l'avez vu d'ailleurs dans votre cours sur la liberté. Il faut être responsable. On ne peut pas juger quelqu'un qui n'est pas responsable de ses actes. Enfin, oui, on pourra juger que cette personne aura fait ceci ou cela, on pourra même juger que ceci ou cela est mal, mais en tout cas, on ne pourra pas condamner cette personne, si vous voulez. On ne pourra pas la condamner à aller en enfer ou la promouvoir au paradis, puisque de toute façon, elle n'était pas responsable de ses actes. En tout cas, on sera illégitime à le faire. Donc, pour pouvoir être condamné ou glorifié, il faut être responsable. Or, pour pouvoir être responsable, il faut être libre. Quelqu'un qui n'est pas libre ne peut pas être jugé responsable de ses actes. Si vous jetez cette bouteille d'eau et qu'elle tombe sur la tête de quelqu'un, le responsable, ce ne sera pas la bouteille d'eau. Si c'est moi qui la balance, ce sera moi, vous voyez, puisque c'est moi qui l'ai balancée. La bouteille d'eau n'a pas de responsabilité. Elle ne peut pas comme ça tout d'un coup dévier parce que, mue par sa volonté, par sa pitié, elle ne veut pas s'écraser sur votre tête. Non, ça, c'est pas possible. Non, l'idée, c'est que Dieu, en fait, fait de nous constitue comme des êtres responsables et par conséquent libres. Par conséquent, à chaque fois qu'une institution empêche l'expression, entrave l'expression de cette liberté, alors elle entrave la volonté de Dieu. Et elle nous empêche en plus, à nous, de nous déterminer par rapport à la volonté de Dieu. Si la loi nous empêche d'agir librement, comme nous le souhaiterions si la loi n'était pas là, eh bien nous ne pouvons pas nous déterminer par rapport à Dieu. Ce n'est pas possible. Il y a une barrière, c'est la loi. Alors bon, pour l'Église, on pourrait dire encore autre chose. On pourrait dire que, par exemple, les prêtres ont une interprétation un petit peu discutable des textes et peuvent faire avaler des couleuvres à leurs disciples. Bon, ça, on pourrait le dire aussi. Mais
C'est une question secondaire ici. Ce qui est important, c'est vraiment l'idée selon laquelle il y a un intermédiaire entre l'homme et Dieu. Cet intermédiaire n'est pas légitime parce qu'il empêche l'homme d'exprimer la liberté naturelle que lui a donnée Dieu. Donc ça pose problème. C'est la raison pour laquelle il faut absolument, que l'État, pour le coup, et l'Église d'ailleurs, de surcroît, ne sont pas des institutions légitimes pour exercer le pouvoir sur les individus. C'est l'individu lui-même qui est légitime pour exercer son pouvoir de liberté. Sans quoi, il est privé de sa liberté naturelle. Vous avez compris, c'est logique. Bon, c'est parfait, on a 5 minutes, on va pouvoir noter. Vous savez, on n'aurait pas beaucoup écrit, on écrit quoi, une demi-page. Oui, à peine une demi-page. Bon, alors on y va. C'est parti, vous êtes prêts? Dans son traité du gouvernement civil, Locke défend l'idée que la liberté est un droit naturel. Défend l'idée que la liberté est un droit naturel. Oui. Ah, non, c'était pour demander comment ça s'écrivait là. Oui, L-O-C-K-E. Dans son traité du gouvernement civil, Locke défend l'idée selon laquelle la liberté est un droit naturel. Point. Selon lui, Dieu offre aux hommes, alors vous pouvez mettre une majuscule à Dieu si vous voulez, mais n'en mettez pas à homme par pitié. Selon lui, Dieu offre aux hommes la liberté. 2 points. Selon lui, Dieu offre aux hommes la liberté. 2 points. C'est ce qui fait d'eux des êtres responsables. C'est ce qui fait d'eux des êtres responsables. C'est ce qui fait d'eux des êtres responsables, virgule, et donc des êtres que Dieu pourra juger. Point. Quand l'État, virgule, par l'entremise de la loi, virgule, quand l'État, virgule, par l'entremise de la loi, virgule, prive les individus de leur liberté naturelle, il fait barrière à la volonté de Dieu. Il fait barrière à la volonté de Dieu. Point. Et on va noter une dernière phrase. Par conséquent, l'État n'est pas légitime à exercer le pouvoir politique. Point. Seuls les êtres humains le sont. Il y a des questions? Ça va, là ça va, c'est assez facile pour l'instant. Vous allez voir le concept politique, il n'est pas très compliqué.